Bienvenue sur Cardio Online pour ce deuxième épisode de notre série de programmes intitulée La SFC répond à vos questions à propos des recommandations de l'ESC sur la prise en charge de la fibrillation atriale. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec le professeur Jean-Claude Deharrault. Il est chef du service de rythmologie cardiaque à l'hôpital de la Timone à Marseille. Vous avez sur la diapositive nos liens d'intérêt. Nous allons continuer ce soir à disséquer ces recommandations de l'ESC sur la prise en charge de la fibrillation atriale pour essayer de mieux encore les impliquer dans notre pratique. Alors qui, comment, quand dépister? Ce deuxième épisode est consacré aux outils du diagnostic de la fibrillation atriale. Jean-Claude, peut-on remettre en perspective le poids actuel de la fibrillation atriale en termes épidémiologiques, en termes de sévérité? Jean-Claude, à vous. Bonsoir Serge, bonsoir tout le monde. Oui, effectivement, je crois que nous, cardiologues, savons que la fibrillation atriale est une arythmie extrêmement fréquente, mais je crois qu'il est bon d'avoir quand même quelques chiffres en tête, et on va les trouver, ces chiffres, assez facilement dans les recommandations sur la fibrillation atriale dont nous sommes en train de parler. Moi, ce que je dis aux patients, c'est qu'après l'âge de 50 ans, c'est une personne sur 3 qui sera confrontée à la fibrillation atriale avant la fin de ses jours. Donc, c'est extrêmement fréquent et beaucoup plus fréquent et un peu plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Alors, si on veut également insister sur les risques de la fibrillation atriale, il faut rappeler aux patients que les accidents vasculaires cérébraux de la fibrillation atriale sont des accidents plus graves que ceux dus à d'autres causes, et ça se comprend par le fait qu'évidemment les thrombies intracardiaques vont être de taille un peu plus importante, et on peut rappeler que effectivement ils vont être plus mortels et ils vont laisser plus de séquelles. Donc oui, c'est une arythmie très fréquente et c'est une arythmie dangereuse, je l'appelle quelquefois le tueur silencieux. Alors, on parle de dépistage, qui dit dépistage dit forme asymptomatique, c'est en fait le cœur de ce que l'on va rechercher. Quelle est la proportion de ces formes asymptomatiques? Oui, alors tu as tout à fait raison. Moi, c'est pour ça que je l'appelle le tueur silencieux. Alors, c'est difficile de savoir exactement combien de patients sont asymptomatiques. On a plusieurs études à ce sujet. Et si tu veux, moi, je dirais que c'est entre 15 et 25% des fibrillations atriales qui sont asymptomatiques. Donc, c'est quand même très fréquent, beaucoup plus fréquent que ce que le patient pense. Donc, il faut le lui rappeler. Ça, c'est important. Et puis, le rôle de l'âge, là, j'imagine, qui est important. Alors, on l'a dit tout à l'heure, un des facteurs essentiels de survenue de fibrillation atriale, c'est l'âge, évidemment. Et on sait que pour toute décennie, à partir de l'âge de, allez, on va dire 60 ans, par exemple, il y a une augmentation très nette de l'incidence de la fibrillation atriale. Et on dit quelquefois qu'à l'âge de 80 ans, c'est presque 10% de la population qui a été ou qui est confrontée à la fibrillation atriale. Donc oui, l'âge joue un rôle très, très important. En ce qui concerne les symptômes, par exemple, pour la fibrillation asymptomatique, ce n'est pas forcément lié à l'âge, c'est pas forcément lié à l'âge, mais on conçoit qu'un patient relativement âgé et peu actif ait finalement peu de symptômes par rapport à d'autres patients plus jeunes. Alors, on a ces recommandations. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces recommandations, quant au dépistage? Je vois qu'on a des recommandations de grade 1. Est-ce que tu peux commenter là-dessus? Alors oui, je crois qu'il faut commenter. Alors d'abord, il faut rappeler que dans ces recommandations, il y a effectivement une part très importante qui est donnée à cette notion de dépistage. Et c'est la première fois que l'on a une partie aussi importante consacrée à cet aspect-là. Alors, il est évident que, et on va en parler, je pense, ce soir, il est évident qu'on a de plus en plus d'outils de dépistage et qu'il était important de voir ce que scientifiquement, ou en tous les cas avec les preuves que l'on peut avoir dans la littérature, il est bon de proposer. Alors, ce qui est proposé dans les recommandations, c'est un dépistage opportuniste de la fibrillation atriale par la prise du pouls de l'électrocardiogramme chez les patients qui ont plus de 65 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que quand on voit un patient, puisque c'est ça le dépistage opportuniste, c'est lorsqu'un patient rencontre un médecin finalement. Lorsqu'on voit un patient, il est légitime, et plus que légitime, il est indiqué de rechercher la fibrillation atriale
par des moyens simples, hein, prise du pouls, électrocardiogramme monopiste chez les patients qui ont plus de 65 ans. Donc, c'est une recommandation que l'on peut donner aux patients. Il peut s'équiper d'un dispositif qui lui permettra de dépister la fibrillation atriale. Après, les autres recommandations, je dirais qu'elles s'adressent plus à des patients qui ont déjà fait un accident vasculaire cérébral. Et par exemple, il doit être systématique de rechercher la fibrillation atriale chez les personnes qui ont plus de 75 ans, donc qui sont vraiment dans la population à haut risque et qui ont fait un accident vasculaire cérébral. Mais tu vois, c'est une recommandation 2A, ce n'est pas une recommandation 1, ça veut dire qu'on n'a pas finalement des preuves formelles dans la littérature, mais on est quand même très enclin à le proposer. Et c'est de toute façon la pratique clinique que nous connaissons tous. Alors, on a une question là qui est intéressante, c'est est-ce qu'on peut imaginer chez des patients qui sont hypertendus, qui sont en surpoids, à partir de 60 ans, de faire un dépistage systématique et comment en fait. Mais ça, c'est l'ensemble, c'est le propos de ce soir, quoi. Oui, je crois que c'est un peu le propos de ce soir et peut-être que l'on va répondre à cette question point par point au fur et à mesure qu'on va développer ce soir nos arguments. Sur cette question-là, on peut peut-être attendre hein, finalement et probablement on va y répondre. Sur la première question, je crois que c'est très important. À partir du moment où un patient a fait un accident vasculaire cérébral ischémique, alors qu'il est évidemment en rythme sinusal et qu'il n'a pas d'antécédent de fibrillation atriale, quand faut-il et jusqu'où faut-il aller dans la recherche d'une fibrillation? Je crois que les recommandations nous le disent, s'il a plus de 75 ans, il va falloir la rechercher de façon très active, c'est-à-dire Holter d'abord de 24 heures, puis Holter de 72 heures, éventuellement Holter de 7 jours, voire monitoring sur un mois et éventuellement l'implantation d'un moniteur ECG implantable. Mais c'est pas chez tout le monde qu'on va faire ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à mon avis, il faut être un petit peu graduel. D'abord, il faut que le patient soit relativement âgé, hein, parce que si on a 40 ans, la probabilité de trouver de la fibrillation est très faible. Donc, c'est peut-être pas vers cette piste qu'il faut se diriger en première intention. Donc, c'est surtout des gens assez âgés. Alors, assez âgés, c'est plus de 75 ans dans les recommandations. Et c'est chaque fois qu'un examen nous apporte des arguments pour aller vers un autre examen. Donc, je vais au Holter de 72 heures ou au Holter de 7 jours, quand sur le 24 heures, j'ai observé beaucoup d'extrasystoles atriales, voire des petits lambeaux, tu sais, d'arythmie atriale très courts. Voilà. Je crois qu'il faut à chaque fois rajouter une pierre, et puis une pierre à l'édifice, et puis si on a l'impression vraiment qu'on va la trouver, eh ben, on fait un monitoring de plus en plus prolongé. Sinon, quelqu'un de jeune et avec un Holter tout à fait normal, il ne faut pas aller trop loin. Je reviens à cette notion de dépistage chez les patients de plus de 75 ans, parce que bon, c'est du 2A, mais c'est quand même une recommandation forte. Alors, est-ce qu'il faut qu'on prenne tous nos patients de plus de 75 ans et qu'on les dépiste? Alors, oui, alors c'est effectivement très important. Alors, on vient de parler après l'accident vasculaire cérébral, donc on est finalement là dans la recherche plus que dans le dépistage. Et pour le dépistage vrai, c'est le dernier item finalement de ce tableau de recommandations que l'on voit là. Là aussi, ce sont des patients qui ont fait un accident vasculaire cérébral. Il n'y a pas de recommandation sur le dépistage vrai, en fait. Hein, si tu veux qu'on réponde à la question, il n'y a pas de recommandation précise pour aller le chercher chez tout le monde, hein, sauf le premier élément que l'on voit ici. Et tout le reste se rapporte à des patients qui ont déjà fait un accident vasculaire cérébral. Donc moi, ma réponse, c'est ne la cherchons pas quand même chez tout le monde comme ça, de façon tout à fait systématique. Il faut qu'il y ait quelques éléments qui nous orientent. Toujours sur ce tableau, parce que finalement il est important, quand on parle de risque élevé, c'est quel risque? C'est le CHADS? C'est ce score CHEST que peut-être tu peux nous rappeler? Alors, ouais, effectivement, le risque élevé, c'est le risque que l'accident soit grave, donc ça, soit fréquent, c'est le CHADS. Et puis, c'est aussi le risque d'avoir de la fibrillation atriale. Et c'est ce score qu'on appelle le score CHEST. Alors, ce score CHEST, c'est un score un peu particulier. Hein. C'est l'existence d'une coronaropathie ou d'une bronchopnéopathie chronique obstructive. C'est l'existence d'une hypertension artérielle d'un âge supérieur à 75 ans, donc on retrouve notre âge, d'insuffisance cardiaque et de pathologie thyroïdienne. Donc, ce n'est pas un score qui est encore tout à fait passé dans la pratique, mais c'est un score qui serait très prédictif de fibrillation atriale, et particulièrement chez les patients qui ont déjà fait un accident vasculaire cérébral.
Alors là, on dépiste. Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients potentiels de ce dépistage? Voilà, alors il faut être extrêmement prudent quand on se lance dans une stratégie de dépistage. En fait, quand on se lance dans une stratégie de dépistage, on a l'impression, si on voit les choses du côté positif, qu'il n'y aura que du bénéfice pour le patient, qu'on va prévenir les accidents vasculaires cérébraux, que l'on va prévenir l'installation d'une fibrillation atriale qui deviendrait plus permanente, que l'on va prévenir toutes les complications de la F1. Ça, c'est le côté positif, c'est ce qu'on voit en vert sur cet élément-là. Et puis de l'autre côté, il y a quand même un certain nombre d'incertitudes. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, déjà la première chose, c'est qu'on va générer énormément d'anxiété chez le patient. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on ne sait pas toujours très bien quoi faire de cette arythmie qu'on a dépistée. Il y a aujourd'hui encore des zones d'ombre. Donc, quand on y va dans ce dépistage, il faut y aller progressivement, il faut y aller doucement et il ne faut pas embarquer tous les patients dans le dépistage, hein, à mon avis. Il faut avoir une arrière-pensée aujourd'hui pour faire du dépistage. Oui, dans cette arrière-pensée peut-être s'intégrer aussi, et peuvent peut-être s'intégrer les outils dont on dispose. Parce qu'en fait, on peut aller du plus simple, hein, de la clinique, de la prise de pouls, au plus sophistiqué, transformer le patient et l'atmosphère en un big brother qui va espionner les gens tout le temps. Finalement, comment on peut voir ces outils, comment on peut les intégrer à notre pratique au fond? Et puis, quels sont-ils? Oui, alors bon, je voudrais d'abord préciser un petit peu quels sont les outils pour le dépistage de la fibrillation atriale. Alors, tu as d'abord, bon, comme tu le vois ici, la prise du pouls. Alors, évidemment, on peut apprendre à un patient à se prendre le pouls. On verra tout à l'heure que ça marche relativement bien. Mais il faut se souvenir que tout le monde n'est pas capable quand même de se prendre le pouls et que ça va quand même générer une anxiété importante avec des comportements qui peuvent être obsessionnels pratiquement, tu vois. Donc, il faut quand même y réfléchir. Il y a le tensiomètre. Alors, le tensiomètre, c'est de la photoplétismographie, c'est-à-dire que c'est l'utilisation du capteur qui permet de mesurer la pression artérielle, qui va permettre d'enregistrer la fréquence cardiaque. Donc retenons que ce n'est pas un outil du diagnostic de fibrillation atriale certain, c'est un outil finalement de mesure du pouls par une méthode automatique, si tu veux. Hein. Bon. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs également avec pas mal d'applications qui utilisent la LED de nos smartphones. Là aussi, c'est une LED dans le verre qui est capable de finalement mesurer le pouls. Donc là, jusque-là, on ne va pas faire du diagnostic de F1, on va faire de la suspicion de fibrillation atriale à partir du pouls, hein, soit mesuré directement, soit mesuré différemment. Et puis, il y a aujourd'hui de vrais outils qui permettent de faire un tracé électrocardiographique, une piste. Alors, ça peut être des outils dédiés. La plupart du temps, aujourd'hui, ça va être le patient qui achète une montre qui est capable de vraiment d'enregistrer l'électrocardiogramme. Alors, il faut en général boucler la boucle pour faire une D1, si tu veux. Il faut avoir le poignet où se trouve la montre et puis la main opposée pour avoir les deux membres supérieurs, comme sur une D1. Et là, tu peux avoir réellement, comme tu le sais, 30 secondes d'un tracé qui n'est pas de mauvaise qualité. Le problème, c'est que bien souvent, le patient ne sait pas interpréter le tracé, donc il va faire confiance à l'appareil qui va lui dire il y a un problème ou il n'y en a pas. Et c'est là où les algorithmes qui permettent de faire le diagnostic méritent quand même d'être évalués d'assez près. Donc tu vois, il y a pas mal d'outils et je dirais que beaucoup d'outils sont des outils que les patients vont utiliser malgré nous. Hein, l'achat d'une montre, ça doit être le cas dans ta pratique. J'ai un patient sur 3 ou 4 qui me dit on m'a offert ça pour Noël. Alors qu'il n'y avait aucune suspicion d'arythmie. On va faire ça pour Noël pour me faire plaisir. Et maintenant, j'ai un appareil et je peux essayer de me chercher une arythmie. Donc, c'est un vrai problème. Ça dénote qu'il y a un réel marché avec une multiplicité de produits disponibles. Ce n'est pas évident de faire le tri. Il y a un énorme marché. Hein, et il faut savoir que les industriels qui vendent ces produits sont beaucoup plus forts que nous. Eux, ils ne se posent pas la question de savoir, comme ce soir, si le dépistage est intéressant sur le plan scientifique, etc. Ils partent du principe que chacun doit être capable, s'il le souhaite, là on voit beaucoup d'exemples
de matériel, là, hein. Chacun doit être capable, s'il le souhaite, de dépister l'existence d'une arythmie. Ça pose encore un petit peu question, hein. Mais les patients ne nous posent pas forcément la question. Ils ont des fois l'outil avant même de nous poser la question. Après, ils nous demandent à quoi ça sert. Oui, c'est souvent le cas, pas seulement pour la FA, mais pour tous ces outils de santé, dits de santé connectés, où au fond, le patient prend une démarche avant que nous, on ait avancé réellement dans la validité de ces outils. Alors, justement, quand on parle de validité de ces outils, quelle est la sensibilité de ces différents systèmes, de ces montres, de ces iPhones? Oui, alors si on regarde, je crois que sur une diapositive suivante, on va retrouver la sensibilité à spécificité. Elle est très bonne quand on regarde ces chiffres qui sont extraits des recommandations. Bobonne, non? Trop bonne à mon avis. Trop bonne à mon avis. Quand tu parles de la sensibilité de la prise de pouls et que tu en parles à Ed Buchel, par exemple, qui était le président de la Société européenne de rythmologie, il te dit que dans son hôpital, donc chez des professionnels, la prise du pouls n'avait pas permis d'obtenir d'excellents résultats pour le dépistage de la fibrillation atriale. Donc je suis un petit peu surpris quand même, hein. Mais bon, probablement que ça va s'améliorer tout ça, hein, et qu'on va effectivement avoir des outils qui vont être extrêmement sensibles. La spécificité, ça sera sûrement encore un problème. Et le problème, c'est que tu inquiètes des patients inutilement si tu es sensible, mais que tu es peu spécifique. Donc, il faut bien y réfléchir. Oui, je crois que c'est un élément fondamental. Alors, je voudrais qu'on passe à une étape supplémentaire du dépistage. C'est ce qu'on fait, c'est avec les dispositifs implantables, avec les pacemakers. Oui, alors effectivement, donc ça c'est une excellente question. Alors là, on a une population qui est très particulière. On a une population qui, d'une part, est captive, puisque évidemment, elle a un appareil qui surveille en permanence le rythme cardiaque, et d'autre part, est sélectionnée. Parce que, évidemment, les patients qui ont un stimulateur cardiaque ont une forme de pathologie, au moins rythmique ou conductive, si tu veux, et on peut s'attendre à ce qu'il y ait un peu plus de fibrillation atriale dans ces populations-là que chez les autres. Et d'ailleurs, on la retrouve dans 30 à 50% des cas, hein, la fibrillation atriale chez ces patients-là. Alors, il faut être conscient de deux choses. La première, c'est que les appareils, quand on les interroge, nous donnent un pourcentage de fibrillation atriale, ce qu'on appelle la charge en fibrillation atriale, c'est-à-dire le temps que le patient a passé en fibrillation atriale depuis la dernière remise à zéro des compteurs. Alors c'est bien, mais là aussi, ça mérite d'être validé. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre pour argent comptant ce qui est écrit. Il faut aller regarder les épisodes. On voit par exemple là, sur cette diapositive qu'on est allé regarder un épisode et qu'on confirme que l'oreillette est bien en fibrillation atriale, c'est ce qu'on voit sur la trace du haut, alors que les marqueurs le disent. Voilà. Donc, premièrement, il faut le confirmer, hein. Et puis, deuxièmement, il y a une grande inconnue. L'inconnue, c'est que doit-on en faire? Est-ce qu'il faut traiter tous les patients chez lesquels on voit de la fibrillation atriale? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Et je dois dire que pour ma part, j'utilise ce que notre ami italien Gianluca Botto avait publié il y a quelques années et qui est finalement du bon sens, hein. Plus les épisodes sont longs et plus le score de Schatzvask est élevé et plus on doit y faire attention, si tu veux. Voilà. Bon. En gros, ce qu'il nous dit, Gianluca, c'est que si on a un score de Schatzvask qui est supérieur ou égal à 2, et des épisodes longs qui dépassent 24 heures, tu vois, donc c'est pas mal quand même 24 heures, eh bien, il faut probablement traiter. Probablement parce qu'il n'y a pas encore d'études qui l'aient vraiment montré, hein, voilà. Mais par contre, si tu as quelques minutes chez un Schatzvask à 1, eh ben, peut-être que tu peux attendre quand même une confirmation que la charge en FA est importante. Oui, mais alors là, il y a la question perverse que je vais poser. Et s'il y a quelques minutes sur un Schatzvask à 2, parce que c'est souvent ça, au fond. Oui, alors quelques minutes sur un Schatzvask supérieur ou égal à 2, ben on est dans la zone grise, si tu veux. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, je mets souvent la limite à 1 heure plus qu'à 24 heures, tu vois, quand même. Mais voilà. Quelques minutes, c'est un peu court. Il faut se souvenir quand même que la fibrillation atriale telle qu'on l'a définie en clinique, 30 secondes d'un tracé électrocardiographique enregistré en consultation, ou même en dehors du consultation, mais enfin en tous les cas enregistré, ça veut dire que probablement elle est fréquente. Parce que si tu l'enregistres à ta consultation, c'est que sûrement il doit en faire pas mal. Et sûrement
que le patient que tu surveilles 24 heures sur 24, tu le mets dans une situation un petit peu différente. Donc, il faut quand même qu'elle dure assez longtemps pour qu'on traite. Et pour répondre à ta question, si le SAVAS qui est supérieur ou égal à 2, moi j'attends quand même qu'il y ait 1 heure de fibrillation atriale. Ouais, ça me paraît plus raisonnable que 24 heures. Hein. Oui, 24 heures, c'est beaucoup. En pratique, 24 heures, ça me semble beaucoup. Alors, on a une question qui nous demande si tous les systèmes implantables sont capables d'enregistrer les épisodes de FA. Alors, il faut au moins avoir une sonde dans l'oreillette quand même. Hein. Donc, Oui, il faut un stimulateur double chambre, ou triple chambre, bien sûr, ou bien alors un dispositif dédié. Par exemple, un moniteur ECG implantable. Tu sais ce que ces petits moniteurs qu'on implante sous la peau. oui, bien sûr. Avec un stimulateur monochambre ou avec un défibrillateur monochambre, ce qui n'est pas exceptionnel. Hein. Un malade appareillé en prévention primaire avec un défibrillateur monochambre, là, on ne va pas faire un diagnostic de FA précis. On va la suspecter devant une irrégularité, etc. Mais on n'est pas bien renseigné. Non, il faut une sonde dans l'oreillette pour avoir ces épisodes que l'on appelle des épisodes de rythme atrial rapide. Oui, alors ça c'est important parce que rythme atrial rapide, on quitte un peu la fibrillation atriale, on est sur les épisodes de tachycardie soutenus, les arrêts de nos amis anglo-saxons. Quelle valeur, à partir de quelle longueur d'épisode de tachycardie on en tient compte? Alors, c'est une excellente question. Alors, atrial, AHRE, donc c'est Atrial High Rate Episode, c'est tout simplement lié au fait que tu ne peux pas dire fibrillation atriale sur un enregistrement d'activité atriale endocavitaire, puisque la fibrillation atriale, elle est définie sur l'électrocardiogramme de surface, hein, évidemment. Il faut 30 secondes de cette activité avec la disparition des ondes P, avec la trémulation de la ligne de base, enfin ce que l'on connaît comme étant diagnostic de FA. En endocavitaire, tu ne vas pas avoir ça. En endocavitaire, tu vas avoir des signaux extrêmement rapides et assez organisés. On le voit par exemple ici, là, sur cette slide, sur cette plaque, les signaux sont rapides, mais ils sont assez organisés. Hein. Et c'est ça qu'on appelle des épisodes de high rate atrial activity. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'aura jamais une certitude absolue à partir de ces épisodes, mais une très, très, très forte suspicion. Et en tous les cas, on a l'information qu'on veut. Il y a un rythme atrial très rapide, c'est-à-dire qu'il y a un risque embolique chez notre patient. À partir de quand, parce que ça devient de plus en plus facile, on doit recourir aux dispositifs implantables, aux keyholters implantables. On fait ça sur le coin de la table de la cuisine pratiquement hein, maintenant. Alors, on fait ça sur le coin de la table de la cuisine et je dois faire mon mea culpa, et j'en profite pour le faire publiquement. J'ai longtemps dit, mais non, mais il ne faut surtout pas faire ça, faisons-le dans un bloc, dans les mêmes conditions que l'implantation d'un stimulateur, etc. Et j'avais rien compris. Avec les dispositifs actuels qui sont tout petits, qui sont très faciles à insérer sous la peau. On peut faire ça n'importe où, y compris dans une salle de consultation, dès lors qu'on se lave bien les mains et qu'on prend quelques règles, qu'on suit quelques règles d'asepsie. Donc oui, on peut le faire n'importe où, mais il ne faut pas le faire n'importe quand même. Hein. Moi, je crois que si tu veux, il faut rester dans les indications dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire principalement après accident vasculaire cérébral. D'ailleurs, c'est dans cette indication-là que l'on a un remboursement en France, indépendamment de la syncope, qui est une toute autre indication. Donc, après accident vasculaire cérébral, et on l'a dit tout à l'heure, chez des patients qui ont un score, par exemple un score de chest, ou en tous les cas, qui ont montré sur des holters répétés que qu'ils étaient capables de faire de l'arythmie atriale, tu vois, et qui ont un certain âge aussi, et chez lesquels on n'a pas d'autre explication, et chez lesquels le neurovasculaire te dit bah, je suis très surpris, il a embolisé dans un territoire puis dans un autre, tu vois, et chez lesquels, enfin voilà, c'est finalement un faisceau d'arguments qui va faire qu'on va poser cet appareil. C'est cher? Alors, c'est cher, oui, ça vaut 2000 € environ. Hein. Ensuite, il y a un suivi qui est très, très lourd sur le plan de l'investissement humain, parce qu'il faut regarder énormément d'alertes qui ne vont pas manquer d'arriver, parce qu'il y a une spécificité qui n'est pas extraordinaire. Donc, je dirais que c'est assez cher, c'est remboursé dans cette indication-là, hein. C'est cher et c'est lourd. Donc, il faut quand même le mettre à bon escient. Il faut l'implanter à bon escient. Alors, on a vu tous ces outils, on a fait un joli tour de ces différents outils. Est-ce qu'on a maintenant des études qui les ont validés? Alors oui, là on va arriver quand même à la partie des preuves, quoi, si tu veux. Hein. Eh oui. Alors, d'abord, les outils grand public.
Alors, les outils grand public, tu sais, tu peux faire confiance aux grands industriels pour lancer des études à très large échelle. On a par exemple ici une étude qui a été menée chez plus de 400 000 porteurs d'une montre, et ce pendant une période très courte. Ils ont été recrutés très rapidement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour une fois, ce n'est pas une étude chez des patients que l'on voit, nous, au cabinet, c'est une étude chez des sujets, chez monsieur tout le monde, dès lors qu'il a une montre comme ça. Et qu'est-ce qu'elle a montré, cette étude? Ben, elle a montré ce qu'il faut attendre. Chaque fois qu'on cherche à dépister de la fibrillation atriale dans la population générale, et c'était le cas ici, et plutôt des gens jeunes utilisateurs de ce type de montre, eh bien, on a une incidence de l'AFA qui est extrêmement faible. On est à 0,2-0,3%. Alors, c'est une étude avec beaucoup de tiroirs. D'abord, quelle est l'incidence? Bon, ben, c'est 0,2-0,3%, ça on le savait, mais ça le confirme. Deuxièmement, quand la montre dit qu'il y a de la fibrillation atriale, est-ce que c'en est vraiment? Donc, il y avait une validation chez certains patients avec une tentative de corrélation avec ce qu'on enregistrerait sur un Holter. Et ça a concerné très, très, très peu de patients. On le voit ici, 450, alors qu'on est parti de 400 000, tu vois. Et ça a montré que oui, que ça marche pas mal, qu'effectivement, quand la montre dit qu'il y a de la FA, c'est qu'il y en a. Mais c'est tellement peu de patients que c'est quand même, on a l'impression que c'est beaucoup de moyens, si tu veux, mis en place pour pas grand-chose, quoi, finalement, à l'arrivée. Ouais. Mais oui, voilà, on a confirmé que c'était 0,2-0,3%. Et d'ailleurs, diapositive suivante, l'étude qui a été faite par un autre constructeur montre la même chose. On tombe sur le 0,5% qu'on connaît tous. Dans la population générale, on cherche à dépister de la FA, c'est 0,5%. Hein, c'est pas grand-chose. Alors, on peut également aller vers des études qui étaient plus scientifiques. Donc là, ça va être ce qu'on va voir, je pense, sur la plaque suivante. Dans des études plus scientifiques, où on a sélectionné des patients qui ont plus de 75 ans, qui ont un Schatzvask supérieur ou égal à 2, tu vois. Donc des gens chez lesquels on a l'impression que si on a des pistes, on va anticoaguler. Eh bien, on se rend compte que effectivement, quand on utilise des outils de dépistage, on diagnostique beaucoup plus fréquemment, c'est ce qu'on voit sur la courbe là, du haut, beaucoup plus fréquemment, 10 fois plus souvent, de la fibrillation atriale que si on utilise la simple consultation et finalement le tracé que l'on va faire comme ça une fois de temps en temps, de loin en loin. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est ce que l'on voit sur la partie droite de la diapositive, c'est que finalement, et c'est un peu décevant, le fait d'avoir dépisté la fibrillation atriale n'a pas conduit de façon systématique à une action thérapeutique, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours anticoagulé les patients chez lesquels on l'avait dépisté. Et ça pose problème. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'on s'est servi un peu du dépistage comme d'un gadget, mais qu'on n'a pas trop tenu compte du résultat de ce dépistage. Alors ça pourrait changer, on pourrait changer nos pratiques dans l'avenir. Mais dans cette étude, c'était un élément qui a été un petit peu décevant. Ouais, ça pose problème, hein. Ça pose problème, ça. Alors, finalement, quelles sont les conséquences de ce dépistage? Alors, les conséquences, et ça je crois que c'est bien, et qu'on peut le garder à l'esprit, c'est que quand même, quand on fait la moyenne de toutes les études qui ont été faites, etc., quand on dépiste la fibrillation atriale dans un contexte médical, parce on va faire abstraction des études grand public dont on a parlé au début, quand on les dépiste dans un contexte médical, on se rend compte que ça conduit à un peu plus de prise en charge médicale du patient. Et c'est finalement ce qu'on veut. On a dépisté pourquoi finalement? Pour mettre le doigt sur le fait que monsieur Untel, qui se plaignit de rien, a effectivement peut-être une arythmie et il va consulter un peu plus souvent. Alors c'est pas mal parce qu'on va comme ça prendre en charge ces facteurs de risque, tu comprends? On va lui faire perdre du poids, on va traiter une apnée du sommeil, on va peut-être même d'ailleurs aller regarder d'autres choses, on va faire un bilan métabolique, etc. Bon, on va s'écarter peut-être un petit peu de cette fibrillation atriale que l'on vient de dépister, mais on a mis le doigt sur quelque chose et on le fait entrer dans un système où on va s'occuper de lui. C'est un message important, on fait œuvre de santé publique, là, quelque part. C'est pas si anodin. Alors, avant qu'on arrive à la fin, parce que c'est passionnant, mais on tire sur la fin, juste un petit mot de ces fibrillations atriales que l'on découvre au décours d'une intervention chirurgicale, souvent isolée.
Alors écoute, Serge, ça fait longtemps que tu pratiques la cardiologie. Bon, pas si longtemps que ça. Peut-être un peu plus longtemps que moi, mais bon, je ne veux pas du tout insister là-dessus. Non, et on n'a pas de réponse encore à ça. Et je pense que tu n'avais pas la réponse quand tu as commencé la cardio, et on l'a toujours pas. Alors, ce qui est sûr, c'est que la chirurgie cardiaque, c'est vraiment une situation qui est une situation très pourvoyeuse de fibrillation atriale. D'abord parce que les malades sont des cardiaques, donc forcément, ils font de la FA. Deuxièmement, la péricardotomie, on le sait, c'est un excellent modèle expérimental pour déclencher de la FA. Le résultat, c'est que quand on dépiste une fibrillation atriale après de la chirurgie cardiaque, c'est ça, tu m'as dit après de la chirurgie cardiaque ou de la chirurgie en Non, général? non, chirurgie cardiaque essentiellement. Chirurgie cardiaque. Euh, euh, je crois qu'aujourd'hui, comme on n'a pas plus d'éléments, il faut la considérer comme une fibrillation atriale tout court et il faut la prendre en charge comme une fibrillation atriale que l'on aurait diagnostiquée autrement. Donc aujourd'hui, on n'a pas la réponse à ta question et quand on la voit, il faut la traiter de la même façon. Voilà. Alors, comment tu conclurais finalement ce chapitre du dépistage, du diagnostic de l'AFA? Ben, moi, je conclurai en disant d'abord, et c'est ce qu'on voit sur cette plaque, qu'il faut informer les patients, si tu veux. Hein. Il ne faut pas faire un dépistage comme ça, comme si c'était un gadget, tu vois, je vais chercher si vous avez de la fibrose. Non, si on le fait, il faut avoir en arrière-pensée de le faire entrer dans un système de soins, le patient, et de s'occuper du résultat du dépistage. Et c'est ce que l'on va voir sur ma dernière diapositive, c'est qu'on a des outils de plus en plus performants et ça représente un énorme marché pour les fabricants de matériel. Mais aujourd'hui, l'utilité clinique, elle n'est pas encore parfaitement démontrée. Alors ça va peut-être se faire, hein, mais elle n'est pas parfaitement démontrée, donc il faut en informer les patients et il faut aussi leur dire que si on les fait entrer dans le dépistage, c'est pour peut-être les faire entrer après dans un système de soins. Donc, il faut qu'ils y soient prêts. Hein. Si je vous dis d'utiliser tel ou tel outil de dépistage, ben après, je vous dirais peut-être de perdre du poids, je vous dirais peut-être de traiter de l'apnée du sommeil, etc. Tu vois, voilà. Mais tu sais, Serge, j'ai l'impression que de toute façon, qu'on le veuille ou non, ça va entrer dans notre pratique, ce dépistage. Donc, il faut s'y préparer et c'est très bien. Je te remercie d'avoir mis ça comme sujet ce soir parce qu'il faut en parler, il faut en reparler. On a besoin d'être préparé pour répondre à nos patients qui, de toute façon, vont sûrement entrer dans ce dépistage. Merci Jean-Claude. Je crois qu'on est au bout de notre deuxième épisode. Merci d'avoir partagé toute ton expérience, toutes ces informations. Ces recommandations sont vraiment très riches. Alors, merci également à nos amis de Bayer qui nous aident dans la réalisation de ce programme. Et puis, rendez-vous le 29 avril à 18h30 avec Ariel Cohen et Guillaume Bonnet pour le 3e épisode qui sera là consacré à la stratégie ABC, nouveau point dans ces recommandations. Voilà. Bonsoir, à bientôt.